En l'an 60 de notre ère, l'Empire romain domine une grande partie du monde connu. Pourtant, pendant quelques mois, une reine venue des brumes de Bretagne va réussir l'impensable, mettre Rome à genoux. Son nom est Boudica. Salut mes petits voyageurs du temps. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des Chroniques Temporelles. Aujourd'hui je vous emmène en Bretagne pour rencontrer une femme qui a osé défier l'Empire romain, Boudica. Avant de raconter comment une reine celte a failli faire vaciller l'Empire romain, il faut commencer par une question toute simple. Qui était réellement Boudica? Et la réponse est plus compliquée qu'on pourrait le croire. Car contrairement à des personnages historiques comme Jules César ou Cléopâtre, nous savons finalement très peu de choses sur sa vie. Aucun texte n'a été écrit par Boudica elle-même et aucune chronique contemporaine de sa révolte ne nous est parvenue. L'essentiel de ce que nous savons provient de deux auteurs romains, Tacite et Dion Cassius. Le problème c'est qu'aucun des deux n'est contemporain de la révolte. Tacite il va écrire une dizaine d'années plus tard et Dion Cassius il écrit carrément 150 ans après les faits. Leurs témoignages restent précieux, mais ils ne sont pas toujours d'accord. Pour Tacite, Boudica est la reine des Icènes. Pour Dion Cassius, elle appartient simplement à une lignée royale. Tacite affirme qu'elle avait 2 filles, et Dion Cassius ne les mentionne même pas. Les deux auteurs divergent également sur les circonstances de sa mort. Heureusement, l'archéologie est venue compléter les récits antiques. Des fouilles menées à Colchester, Londres et Saint-Alban ont révélé d'importantes couches d'incendies datant précisément de la période où les auteurs romains situent la révolte. Ces découvertes confirment qu'un événement majeur a bien secoué la Bretagne romaine au 1er siècle de notre ère. Malgré les incertitudes, les historiens s'accordent tout de même sur plusieurs points. Boudica serait née aux alentours de l'an 30 après Jésus-Christ. Elle appartient au peuple des Icènes, une tribu celte installée dans l'est de la Bretagne, dans l'actuelle région du Norfolk. Les Icènes ne sont pas un peuple pauvre ou isolé, ils vivent principalement de l'agriculture et de l'élevage, mais profitent également du commerce avec le continent. Leur territoire est relativement prospère et leur aristocratie dispose d'une influence importante. Il est probable que Boudica ait reçu l'éducation réservée aux jeunes femmes de haut rang. Elle aurait appris à gérer des terres, à comprendre les alliances entre tribus, à maîtriser les codes diplomatiques et à connaître les traditions religieuses de son peuple. Contrairement à ce qu'on imagine de l'Antiquité, les femmes celtes disposent de davantage de droits que leurs homologues grecques ou romaines. En effet, une femme celte peut hériter, posséder des biens, divorcer sous certaines conditions et même disposer d'un pouvoir politique considérable. Boudica épouse probablement le roi Prasutagos dans les années 40 ou 50 de notre ère. Nous ignorons presque toutes leurs relations, mais les spécialistes estiment qu'elle n'était probablement pas une reine purement décorative. En effet, chez les Celtes, les femmes de haut rang participent souvent à la vie politique et représentent une part importante de la légitimité du pouvoir. À cette époque, rien ne laisse encore présager qu'elle deviendra l'une des plus célèbres résistantes de l'histoire britannique. Elle est avant tout une reine, une épouse et une mère. Et pourtant, quelques années plus tard, son nom sera connu jusqu'à Rome. Pour comprendre ce qui va arriver à Boudica, il faut d'abord s'intéresser au monde dans lequel elle vivait. À l'époque où elle grandit, les Icènes sont un peuple prospère. Mais ils ne se distinguent pas seulement par leur économie. Ils possèdent également une culture et des croyances très différentes de celles des Romains. Contrairement aux Romains, les Celtes ne construisent pas de grands temples pour honorer leurs dieux. Pour eux, le sacré est partout dans la nature. Certaines forêts, certaines rivières, certaines sources sont considérées comme des véritables lieux de pouvoir. Les Celtes appellent ces bois des némétons. C'est là que se déroule une partie des cérémonies religieuses. Ils sont polythéistes. Ils vénèrent de nombreuses divinités représentant la guerre, la fertilité ou encore la souveraineté. Pour une femme comme Boudica, la spiritualité ne se limite probablement pas à quelques cérémonies occasionnelles. Elle fait partie intégrante du quotidien. Au cœur de cette société se trouvent les druides. Aujourd'hui encore, ils fascinent autant qu'ils intriguent. Les druides ne sont pas seulement des prêtres, ils sont également enseignants, juges, conseillers politiques, gardiens des traditions et parfois même diplomates. Leur savoir est immense et se transmet principalement par voie orale. Certains passent des années à comprendre les lois, les récits, les généalogies et les croyances de leur peuple. Ils forment en quelque sorte l'élite intellectuelle du monde celtique. Les sources antiques suggèrent également que certaines femmes pouvaient occuper parfois des fonctions religieuses importantes. Des prophétesses et des voyantes sont parfois mentionnées dans les récits de l'époque.
On ignore si Boudica elle-même exerçait une fonction religieuse. Dion Cassius la présente comme une prêtresse, mais les historiens restent prudents sur ce point. Ce qui semble en revanche probable, c'est qu'elle était profondément attachée aux croyances de son peuple. Plus tard, au moment de la révolte, les sources la montreront invoquant Andraste, une déesse associée à la guerre et à la victoire. Mais cette culture, ces traditions, ces croyances inquiètent Rome, parce que pour eux, les druides, c'est pas simplement une élite religieuse. C'est eux qui permettent de garder une identité celtique forte. Et ça, pour un empire qui cherche à s'imposer, ça peut vite devenir dangereux. Pendant que les Icènes vivent sous l'autorité de leur roi Prasutagos, Rome poursuit son expansion en Bretagne. Depuis l'an 43 après Jésus-Christ, une grande partie de l'île est passée sous domination romaine. Pourtant, les Romains ne gouvernent pas directement tous les territoires qu'ils contrôlent. Ils utilisent souvent un système particulièrement efficace, les royaumes clients. Le principe est simple. Rome laisse un souverain local sur son trône à condition qu'il lui reste fidèle. Le roi doit maintenir l'ordre, soutenir les intérêts romains et parfois fournir des soldats ou une aide financière. En échange, il conserve son pouvoir et bénéficie de la protection de l'Empire. Le royaume des Icènes fait justement partie de ces royaumes clients. À sa tête se trouve Prasutagos, l'époux de Boudica. Pendant plusieurs années, cet arrangement semble fonctionner. Les Icènes conservent leur identité, leurs traditions et leurs dirigeants, tandis que Rome étend son influence sans avoir à mobiliser davantage de ressources. Mais cet équilibre reste fragile, car un royaume client n'est réellement indépendant que tant que Rome accepte de le laisser l'être. Et bientôt, cette fragile coexistence va voler en éclats. Depuis l'an 58, la Bretagne est gouvernée par Suetonius Paulinus, un général ambitieux qui cherche à achever la conquête de l'île. Son attention se porte alors sur un lieu particulièrement symbolique, l'île de Mona, actuelle Anglezay. Pour les Romains, c'est qu'un territoire à conquérir de plus, mais pour les Celtes, c'est un endroit particulièrement symbolique. Suetonius Paulinus est un général expérimenté, réputé pour ses campagnes militaires et sa détermination à achever la conquête de l'île. À cette époque, Rome contrôle déjà une grande partie du territoire breton. Pourtant, certaines régions échappent encore à son influence complète. Parmi elles se trouve l'île de Mona, actuelle Anglezay, située au large de la côte nord-ouest du Pays de Galles. Pour les Romains, Mona représente un problème. Selon les auteurs antiques, l'île est considérée comme un important centre de résistance bretonne et probablement l'un des principaux bastions des druides. Or, les druides ne sont pas seulement des chefs religieux. Ils sont les gardiens des traditions, les conseillers des chefs tribaux et les défenseurs de l'identité celtique. Tant qu'ils conservent leur influence, Rome sait que la soumission de la Bretagne restera incomplète. Suetonius Paulinus décide donc de frapper au cœur de cette résistance. En l'an 60 après Jésus-Christ, il rassemble ses légions et marche vers Mona. Lorsque les soldats romains atteignent le rivage, ils découvrent alors une scène qui les laisse stupéfaits. Tacite nous en fait une description saisissante. Sur la plage se tiennent des guerriers celtes alignés face à la mer. Entre leurs rangs courent des femmes vêtues de noir. Elles agitent des torches enflammées et poussent des cris terrifiants. Derrière elles se dressent les druides. Les bras levés vers le ciel, ils prononcent des imprécations et invoquent leur dieu contre les envahisseurs. Imaginez un instant ce que voient les légionnaires romains. Ces hommes ont affronté des armées entières à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Pourtant, face à ce spectacle étrange et presque surnaturel, ils hésitent. Tacite raconte même qu'ils restent un moment paralysés, saisis par la peur. Mais la discipline romaine reprend rapidement le dessus. Les officiers exhortent leurs hommes à avancer, les légionnaires traversent l'eau, atteignent le rivage et engagent le combat. Les défenseurs de Mona sont finalement vaincus, les bois sacrés sont détruits, les sanctuaires sont démantelés, les druides sont massacrés ou dispersés. Pour Rome, cette victoire est bien plus qu'un simple succès militaire. Il s'agit d'une attaque contre le cœur même de la culture celtique. En éliminant ce centre religieux et intellectuel, les autorités romaines espèrent affaiblir durablement la résistance des peuples bretons. À cet instant, Suetonius Paulinus pense probablement avoir porté un coup décisif à ses ennemis. Mais il ignore encore qu'à plusieurs centaines de kilomètres de là, une autre menace est en train de naître. Une menace bien plus dangereuse que les druides de Mona. Car pendant que le gouverneur romain célèbre sa victoire, une reine humiliée prépare sa vengeance. Pour comprendre pourquoi la Bretagne va s'embraser, il faut revenir à la mort de Prasutalos. Le roi des Icènes meurt probablement vers l'an 60 après Jésus-Christ. Et comme beaucoup de souverains alliés de Rome, il cherche à protéger son peuple après sa disparition. N'ayant pas de fils, il prend une décision qui lui semble raisonnable.
Dans son testament, il désigne comme héritier à la fois l'empereur Néron et ses 2 filles. Pour nous, cela peut sembler étrange, mais pour un chef celte, cette solution représente un compromis. Phrasutagos espère maintenir les bonnes relations avec Rome, tout en permettant à sa famille de conserver une partie de son autorité. Après tout, dans les sociétés celtiques, une femme peut parfaitement hériter d'un pouvoir politique. Mais les Romains ne voient pas les choses de cette manière. Pour eux, la mort du roi signifie que c'est la fin du royaume client. Pour eux, maintenant, le territoire icène est un territoire à annexer. Les autorités romaines commencent à intervenir de manière de plus en plus brutale dans les affaires locales. Parmi les hommes qui jouent un rôle dans cette crise se trouve un personnage célèbre, Sénèque. Oui, le philosophe Sénèque, celui dont les citations circulent encore aujourd'hui dans les livres de développement personnel. Mais à l'époque, Sénèque n'est pas seulement un philosophe, c'est aussi l'un des hommes les plus puissants de Rome et l'un des principaux conseillers de l'empereur Néron. Or, Sénèque avait prêté une somme considérable à plusieurs communautés bretonnes. Et soudainement, il exige le remboursement immédiat de ces dettes. Dans le même temps, le procurateur romain Catius Decianus réclame le remboursement de privilèges fiscaux accordés autrefois par l'empereur Claude. Pour les populations locales, c'est un véritable choc. Les impôts augmentent, les dettes s'accumulent, les terres commencent à être saisies. Les domaines appartenant à l'aristocratie locale sont confisqués puis redistribués à des vétérans de l'armée romaine. Pour beaucoup de Bretons, Rome ne se comporte plus comme un allié. Elle se comporte désormais comme une puissance occupante. Mais les problèmes dépassent largement les questions d'argent. Depuis plusieurs années déjà, la présence romaine transforme profondément la société bretonne. Les élites locales voient leur influence diminuer. Les traditions celtiques sont méprisées. Les druides sont persécutés. Certaines populations sont expulsées de leurs terres et de nombreux chefs locaux ont le sentiment d'être traités comme des sujets vaincus plutôt que comme des partenaires de Rome. Peu à peu, le ressentiment grandit. Les Icènes ne sont pas les seuls à être mécontents. D'autres peuples bretons partagent les mêmes frustrations. Ils ont l'impression de perdre leur autonomie, leur identité et leur mode de vie. Autrement dit, lorsque la crise éclate, le terrain est déjà prêt. Il ne manque plus qu'une étincelle. Et cette étincelle a un nom, Boudica. Lorsque les Romains prennent officiellement possession du royaume des Icènes, ils décident de frapper un grand coup. Les biens de la famille royale sont saisis, les privilèges de la dynastie sont supprimés, puis vient l'humiliation. Selon Tacite, Boudica est publiquement fouetté. Pour les Romains, ce châtiment est généralement réservé aux esclaves. Ce n'est donc pas seulement une punition, c'est une manière de lui retirer sa dignité, son rang et son autorité devant son propre peuple. Et comme si cela ne suffisait pas, les 2 filles de Boudica sont violées par des soldats romains. Nous ignorons leur nom, nous ignorons même leur âge exact, mais les historiens pensent qu'elles étaient probablement encore adolescentes. Pour les Icènes, cet acte dépasse toutes les limites. Leur reine a été humiliée, ses filles ont été brutalement agressées, leur royaume a été dépouillé. Leurs traditions sont menacées, leurs terres sont confisquées, leurs chefs sont méprisés, tout ce qui faisait leur monde semble être en train de disparaître. Rome pense avoir définitivement soumis les Icènes. En réalité, elle vient de créer son pire ennemi. Car la femme qu'elle a humiliée s'apprête désormais à prendre la tête de la plus grande révolte que Rome ait jamais connue. Les Romains pensaient avoir brisé les Icènes. Ils se trompaient. Loin d'écraser toute résistance, leur violence avait produit l'effet inverse. Partout en Bretagne, la colère grondait. Et au centre de cette colère se trouvait désormais une femme, Boudica. Nous ne savons pas exactement à quoi elle ressemblait. Comme pour une grande partie de sa vie, les descriptions qui nous sont parvenues doivent être prises avec prudence. Mais l'historien Dion Cassius nous a laissé un portrait devenu célèbre. Il décrit une femme d'une taille inhabituelle pour son époque. Une femme à l'allure imposante et au regard brûlant. Sa longue chevelure rousse descendrait jusqu'à ses hanches comme une cascade de cuivre sous le soleil. Sa voix, profonde et rauque, porterait au-dessus du vacarme des foules et du fracas des armes. Autour de son cou, elle porte un torque d'or. Ce collier rigide, emblématique des peuples celtes, est bien plus qu'un simple bijou. Il symbolise le prestige, le rang et la noblesse. Ses épaules sont couvertes d'un épais manteau coloré, retenu par une fibule de métal. Debout sur son char de guerre, elle apparaît moins comme une reine de cour que comme une incarnation vivante de la résistance bretonne. Il est impossible de savoir quelle part de cette description relève de la réalité ou du fantasme. Mais une chose est sûre, c'est que Boudica possède quelque chose que tous les grands chefs ont en commun, le charisme. Dans les semaines qui suivent son humiliation, elle parcourt les territoires voisins et appelle les peuples bretons à prendre les armes. Et son message trouve un écho immédiat, car derrière sa colère se cache celle de milliers d'autres hommes et femmes. Des aristocrates qui ont perdu leurs privilèges, des familles expulsées de leurs terres, des communautés écrasées par les impôts,
des peuples qui voient disparaître peu à peu leurs traditions et leur liberté. Boudica devient alors bien plus qu'une reine, elle devient le symbole de toutes les frustrations accumulées contre Rome. Les tribus commencent à se rallier à sa cause. Les Icènes d'abord, puis d'autres peuples bretons. Rapidement, une immense armée se forme autour d'elle. Et le moment choisi ne pouvait pas être plus favorable. Pendant que la révolte s'organise, Suetonius Paulinus se trouve toujours à l'ouest, occupé par sa campagne contre l'île de Mona. Le principal commandant romain est loin, les légions sont dispersées, pour la première fois depuis longtemps, Rome paraît vulnérable. Selon les auteurs antiques, Boudica aurait alors pris la parole devant ses guerriers. Tacite nous rapporte un discours devenu célèbre. Debout sur son char, elle aurait rappelé les souffrances infligées à son peuple. Puis, elle aurait déclaré qu'elle ne se battait pas pour récupérer ses richesses ni son royaume. Elle se battait pour quelque chose de plus fondamental. La liberté, l'honneur de ses filles et le droit de son peuple à vivre sans domination étrangère. À cet instant, Boudica n'est plus seulement la reine des Icènes. Elle est devenue le symbole de la révolte. Et bientôt, l'Empire romain va découvrir ce qu'il en coûte d'humilier une femme qui n'a plus rien à perdre. Au cours de l'été 60 après Jésus-Christ, la révolte éclate enfin. Et elle va dépasser tout ce que les Romains avaient imaginé. Pendant que Suetonius Paulinus mène sa campagne au Pays de Galles, Boudica prend la tête d'une immense coalition de peuples bretons. Les Icènes ne sont plus seuls, partout des guerriers rejoignent la révolte. Des hommes qui ont perdu leurs terres, des chefs humiliés par l'administration romaine, des familles écrasées par les impôts. Tous voient dans ce soulèvement une occasion unique de reprendre leur liberté. Le premier objectif de Boudica est clair. Camulodunum, l'actuel Colchester. Pour les Romains, cette ville est un symbole de leur puissance en Bretagne. Ancienne capitale de la province, elle accueille de nombreux vétérans de l'armée romaine installés sur des terres autrefois occupées par les populations locales. Un immense temple, dédié à l'empereur Claude, domine également la ville. Pour les Bretons, ce bâtiment représente tout ce qu'ils détestent. La domination romaine, l'arrogance des conquérants et le mépris de leurs traditions. Lorsque l'armée de Boudica approche, les habitants paniquent. Ils demandent de l'aide aux autorités romaines, mais les renforts tardent à arriver. Catius Decianus, le même homme dont les décisions ont largement contribué à créer la crise, envoie environ 200 soldats. Autrement dit, quasiment rien. Face à la masse des insurgés, ils ne peuvent rien faire. La ville est prise, les bâtiments sont détruits et les monuments romains sont abattus. Le grand temple de Claude devient le dernier refuge des survivants. Il résiste pendant 2 jours avant d'être submergé. Pour Rome, c'est un désastre. Mais ce n'est que le début. Lorsqu'il apprend la nouvelle, le commandant Petilius Serialis marche au secours de la région avec la 9e Légion. Convaincu qu'il va disperser les rebelles, il avance rapidement. Il commet une grave erreur. Les Bretons tombent sur ses troupes avec une violence inattendue. L'infanterie romaine est pratiquement anéantie, seule la cavalerie parvient à s'échapper. Pour la première fois depuis le début de la révolte, Rome comprend qu'elle fait face à quelque chose de bien plus dangereux qu'une simple émeute. Et pendant que les mauvaises nouvelles s'accumulent, Catius Decianus prend une décision qui n'améliore pas vraiment sa réputation. Il fuit direction la Gaule, abandonnant derrière lui une province en plein chaos. Donc le gars, il a contribué largement à déclencher cette crise, et il s'en va. Lorsque Suetonius Paulinus arrive enfin sur place, il comprend immédiatement qu'il ne dispose pas de suffisamment d'hommes pour défendre la cité. Il prend alors une décision terrible. Il ordonne l'évacuation et abandonne Londinium à son sort. Tous ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas partir restent derrière. Quelques jours plus tard, l'armée de Boudica entre dans la ville. Londinium est incendié. Puis vient le tour de Verulamium, l'actuel Saint-Alban. Elle subit exactement le même destin. Boudica, elle, poursuit son avance, sa prochaine cible, Londinium. Les auteurs antiques parlent d'une violence extrême. Tacite évoque environ 70 000 victimes parmi les Romains et leurs alliés. Dion Cassius avance même le chiffre de 80 000 morts. Les chiffres exacts restent débattus, mais une chose est certaine, la Bretagne romaine traverse alors la plus grave crise de son histoire. En quelques semaines seulement, 3 grandes villes ont été détruites, une légion a été écrasée, des milliers de personnes ont été tuées, et partout, la peur s'installe. Pour la première fois depuis longtemps, l'Empire romain paraît vulnérable. Pendant quelques mois, le cauchemar de Rome porte le visage d'une reine celte aux cheveux de feu. À chaque étape, les symboles du pouvoir romain sont détruits et les habitants associés à Rome sont massacrés. Après les destructions de Camulodunum, Londinium et Verulamium, la situation est catastrophique pour Rome. Partout en Bretagne, la nouvelle se répand. Les villes romaines brûlent, les légions reculent, les représentants de l'Empire fuient. Pour beaucoup de Bretons, la victoire semble désormais possible.
De son côté, Boudica n'a jamais été aussi puissante. Les auteurs antiques affirment qu'elle commande désormais une armée gigantesque. Les chiffres avancés varient énormément, mais certaines sources parlent de plus de 100 000 guerriers. Même si ces estimations sont probablement exagérées, il ne fait aucun doute que les insurgés sont largement plus nombreux que les Romains. Pourtant, Suetonius Paulinus n'a pas dit son dernier mot. Après avoir abandonné Londinium, le gouverneur rassemble les forces encore disponibles. La 14e Légion, une partie de la 20e Légion, quelques unités auxiliaires, au total peut-être 10 000 à 15 000 hommes. Face à eux se dresse une armée plusieurs fois supérieure en nombre. Sur le papier, l'issue du combat paraît évidente, mais les Romains possèdent un avantage décisif. L'expérience, la discipline et surtout un chef capable d'exploiter le terrain. Suetonius choisit soigneusement l'endroit où il livrera bataille. L'emplacement exact reste aujourd'hui inconnu, mais les descriptions tacites permettent d'en imaginer les grandes lignes. Derrière les Romains se trouve une forêt. Devant eux, un passage relativement étroit. Cette configuration empêche les Bretons d'utiliser pleinement leur supériorité numérique. Ils ne peuvent pas encercler les légionnaires. Ils sont obligés d'attaquer de face, exactement ce que souhaite Suetonius. Mais au loin, les légions survivantes se rassemblent. Suetonius Paulinus prépare sa riposte. La bataille qui approche décidera non seulement du sort de Boudica, mais également de celui de toute la Bretagne. Tacite rapporte même que de nombreuses familles accompagnent l'armée. Des femmes, des enfants, des vieillards. Ils installent leurs chariots en cercle derrière les combattants afin d'assister à ce qu'ils pensent être une victoire inévitable. Mais cette décision va bientôt se transformer en piège. Avant le combat, Boudica s'adresse une dernière fois à ses troupes. Debout sur son char, entourée de ses filles, elle rappelle les humiliations subies par son peuple. Elle rappelle les terres volées, les impôts, les violences et l'outrage infligé à sa famille. Selon Tacite, elle affirme qu'elle combat non pas comme une reine, mais comme une femme venue réclamer justice. Pendant ce temps, dans le camp breton, la confiance règne. Après tout, comment imaginer une défaite ? Les villes romaines sont tombées les unes après les autres, les légions ont été écrasées, l'ennemi paraît affaibli. Les Romains, eux, restent immobiles. Ils attendent. Ils savent que chaque pas rapproche leur adversaire du piège. Lorsque les insurgés arrivent à portée, les légionnaires lancent leurs pilas, ces lourds javelots conçus pour transpercer les boucliers et désorganiser les lignes ennemies. L'impact est dévastateur. Les premiers rangs bretons vacillent, puis les Romains avancent, en formation, méthodiquement, comme une machine parfaitement réglée. Là où les Bretons combattent avec courage, les légionnaires combattent avec discipline. Chaque homme connaît sa place. Chaque unité sait exactement ce qu'elle doit faire. Puis, les armées se mettent en mouvement. Les Bretons avancent, toujours plus nombreux, toujours plus confiants. Les chariots, installés derrière l'armée bretonne, censés permettre aux familles d'assister à la victoire, bloquent désormais toute retraite. Des milliers d'hommes se retrouvent piégés, coincés entre les légions romaines qui avancent et les véhicules qui encombrent l'arrière du champ de bataille. Le massacre commence. Tacite affirme que près de 80 000 Bretons auraient été tués contre seulement 400 Romains. Ces chiffres sont certainement exagérés, mais ils témoignent de l'ampleur de la catastrophe. En l'espace de quelques heures, la plus grande révolte que Rome ait connue en Bretagne vient de s'effondrer. Peu à peu, la masse des insurgés commence à reculer. Puis le recul se transforme en panique. Et la panique en déroute. La défaite est totale. En quelques heures seulement, l'armée qui avait fait trembler la Bretagne romaine cesse pratiquement d'exister. Les tribus alliées sont dispersées, les survivants prennent la fuite et les espoirs de chasser Rome de l'île s'effondrent avec eux. Au milieu de ce chaos, Boudica disparaît. Et c'est précisément à ce moment-là que l'histoire laisse place au mystère. Car aussi étonnant que cela puisse paraître pour un personnage aussi célèbre, nous ignorons exactement comment elle est morte. Les deux principales sources antiques ne racontent pas la même histoire. Selon Tacite, comprenant que tout est perdu et refusant de tomber vivante entre les mains des Romains, Boudica aurait choisi de mettre fin à ses jours en absorbant du poison. Cette version correspond assez bien à l'image que les auteurs romains donnent d'elle. Une femme fière, déterminée et prête à mourir libre plutôt que de vivre dans la honte. Mais Dion Cassius raconte une toute autre histoire. Pour lui, Boudica serait tombée malade peu après la bataille. Elle serait morte naturellement avant que les Romains ne puissent s'emparer d'elle. La femme qui avait fait trembler l'Empire a perdu. Et quelque part au milieu de ce chaos, Boudica disparaît. Nous ignorons également où elle fut enterrée. Depuis des siècles, de nombreuses légendes circulent. Certaines prétendent que sa tombe se trouverait sous Londres. D'autres l'imaginent cachée dans la campagne anglaise. Mais à ce jour, aucune preuve archéologique n'a permis de retrouver sa sépulture. Le destin de ses filles demeure tout aussi mystérieux. Après leur disparition des récits antiques, nous ne savons plus rien d'elles. Ont-elles survécu à la défaite?
Ont-elles été capturées? Ont-elles réussi à s'échapper? Deux récits, deux fins différentes et aucune certitude. La réalité s'est perdue quelque part dans les décennies suivant la révolte. L'ampleur de la révolte a été telle que l'empereur Néron envisage un temps une décision spectaculaire: abandonner purement et simplement la Bretagne. L'idée peut sembler incroyable, mais pendant plusieurs mois, la province apparaît instable, coûteuse et difficile à contrôler. Finalement, Rome choisit de rester. Les légions demeurent sur place, cependant les autorités romaines tirent une leçon importante de cette crise. La brutalité a un prix. Les humiliations infligées aux alliés peuvent provoquer des catastrophes. Les confiscations arbitraires peuvent transformer des partenaires en ennemis. Et, lorsqu'un peuple estime n'avoir plus rien à perdre, il devient extrêmement dangereux. Progressivement, Rome adopte une politique plus prudente. Davantage de diplomatie, davantage de coopération avec les élites locales, davantage d'intégration. La Bretagne restera romaine pendant près de 3 siècles et demi encore. Mais plus jamais les autorités impériales n'oublieront le nom de la femme qui a failli leur faire perdre l'île. L'histoire est silencieuse. Pourtant, même morte, Boudica continue d'inquiéter Rome. Lorsque Boudica meurt, son histoire pourrait s'arrêter là. Une révolte écrasée, un peuple vaincu, une reine disparue. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là que commence sa légende. Pendant des siècles, son nom traverse les générations. Les chroniqueurs médiévaux conservent le souvenir de cette reine qui osa défier Rome. Une reine, une mère, une rebelle, une femme qui osa défier le plus puissant empire de son époque. Et même si elle disparut, son nom, lui, survécut. Mais c'est surtout au XIXe siècle qu'elle devient une véritable héroïne nationale britannique. À cette époque, le Royaume-Uni est lui-même devenu un immense empire. Et beaucoup voient dans Boudica l'incarnation du courage, de l'indépendance et de la résistance face à l'oppression. Des poèmes lui sont consacrés, des peintures représentant ses exploits, des pièces de théâtre racontent sa vie. Son image évolue peu à peu. Elle n'est plus seulement une reine celte, elle devient un symbole. Le symbole d'un peuple refusant de se soumettre. Le symbole d'une femme capable de tenir tête à une puissance que tout le monde croyait invincible. Cette fascination atteint son apogée lorsqu'une immense statue de Boudica est installée à Londres, près du Parlement britannique. On l'y voit debout sur son char de guerre, ses filles à ses côtés, le regard tourné vers l'horizon, comme si elle continuait encore à défier les puissants. C'est d'ailleurs une ironie historique. Cette statue se trouve au centre de la ville même qu'elle avait réduite en centre 2000 ans plus tôt. Aujourd'hui encore, son héritage dépasse largement les frontières de la Grande-Bretagne. Elle est devenue une figure importante de l'histoire des femmes. Une femme qui, dans un monde dominé par les hommes, a dirigé une armée. Une femme qui a pris la tête d'un soulèvement contre l'un des empires les plus puissants de tous les temps. Une femme dont le nom a survécu alors que celui de beaucoup de ses adversaires est tombé dans l'oubli. Mais au-delà des statues et des légendes, il reste une question. Qui était réellement Boudica? Une reine défendant son peuple, une mère cherchant à venger ses filles, une chef de guerre exceptionnelle, ou simplement une femme poussée à bout par les injustices qu'elle avait subies? Nous ne le saurons probablement jamais. 2000 ans après sa mort, elle continue de nous interroger, et c'est sans doute la preuve qu'elle n'a jamais vraiment disparu. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker et à mettre un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique temporelle.